Bienvenue à un autre épisode du Tailgate Podcast. Aujourd'hui, on reçoit l'incroyable Renaud Bourbonnais. On le passe en entrevue par rapport à sa carrière de journaliste. On parle de Ottawa, on parle de couverture de la CFL, on parle d'opportunités en tant que journaliste. On remercie aussi le studio, bien entendu, bien évidemment, pour remercier Thomas Levac et Stéphanie qui nous prêtent le studio. C'est vraiment nice, c'est vraiment cool. On aime beaucoup emprunter ce studio-là. Et bon podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes. Sur YouTube, n'oubliez pas aussi de mousser beaucoup la vidéo sur YouTube. Et on a aussi la communauté football sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager n'importe quelle vidéo que vous trouvez intéressante du Tailgate Podcast. Et à la semaine prochaine. Renaud Bourbonnais. Mon John Mike, ça va? Yes, on a échangé de place. Ouais. Maintenant, c'est à ton tour de... On va apprendre à te connaître un peu. Ottawa, quand je te dis ce mot-là, ça te dit quoi? Ça me dit 5 ans de ma vie. 5 ans de ta vie? Je suis sorti du secondaire. Je suis un gars de l'Île-Perrot, premièrement, juste à l'ouest de Montréal. OK. Fait que du Grand Montréal, si tu veux. Ouais. Puis j'étais parti là-bas quand j'ai fini le secondaire. J'ai fini mon secondaire 5. Je savais déjà que je voulais aller étudier en journalisme. Fait que j'étais allé étudier justement. Puis j'ai été là 5 ans, 4 ans aux études. Fait que 2 ans au Collège de la Cité, 2 ans à l'Université d'Ottawa. C'était comme un programme conjoint, si tu veux. Fait que j'ai eu mon DEC, mon bac. Puis après ça, je suis resté 1 an là-bas à travailler aux nouvelles. À TVA Gatineau. OK, let's go. Ouais. J'ai travaillé 1 an à TVA Gatineau là-bas. On s'occupait aussi de V Gatineau. OK. Dans le fond, il y avait un bulletin en fin de soirée de nouvelles qui ressemblait beaucoup à celui de TVA au final. Le soir, puis j'ai travaillé là-dessus aussi. Fait que j'ai passé 5 ans là-bas et je ne suis jamais retourné. Non? J'aimerais ça y retourner, j'ai des amis là-bas aussi. Tu veux pas aller supporter les GGs d'Ottawa? Je pourrais, hein? Ouais, tu sais que j'ai failli jouer pour les GGs. C'est vrai? Ouais, ils m'avaient recruté en 2013. J'étais allé faire la rencontre. Mais il y avait quelque chose qui me disait non, va pas à Ottawa. Il y a quand même beaucoup de Québécois qui s'en vont là-bas parce que de un, t'as 2 universités avec des équipes de football là-bas. T'as les Ravens à Carleton et les GGs à l'Université d'Ottawa. Il y a beaucoup de francophones parce que tu peux faire tes études en français à l'Université d'Ottawa. Et je pense même que tu peux toucher une bourse aussi quand tu fais... Oh, que je l'ai touché. Ouais. Si tu prends au moins 3 cours en français dans tes sessions, t'as une bourse justement pour t'aider à payer tes études qui coûtent quand même cher là, en Ontario. Ouais. Puis, non, c'est ça. J'étais parti là-bas. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de monde qui font le transfert. Fait qu'il y avait beaucoup de Québécois quand même sur l'équipe. En plus des GGs, pendant que moi, j'étais là. Il y a un gars avec qui j'ai joué au secondaire, Jay Pride, qui était un fullback quand on était au secondaire, qui jouait comme running back pour les GGs pendant que j'étudiais là-bas. Quelle année encore pour toi à Ottawa? Dans le fond, j'ai fini le secondaire en 2015. Fait quand je suis rentré à Ottawa en septembre ou fin août 2015... Puis je suis reparti en septembre 2020, c'était le début de la pandémie. T'as pas fait de cégep, toi t'es parti... Pas fait de cégep, non. T'es parti directement à l'université. Le Collège de la Cité, dans le fond, c'était des cours pratiques pendant 2 ans, mais c'était comme un programme conjoint avec l'université. Ouais. Puis pourquoi le journalisme numérique à Ottawa, pourquoi pas à Montréal ou dans une université québécoise, pourquoi à Ottawa? Vraiment très simple. J'haïssais aller à l'école. Du primaire, secondaire, tout ça. Pas parce que je me faisais pas bully à l'école ou peu importe. Je m'ennuyais à l'école. J'aimais pas ça. Puis j'étais pas le pire. Il y a des matières où j'étais meilleur que d'autres. Mais tu sais, j'ai jamais coulé un cours à l'école et tout, mais juste, j'aimais ça voir mes amis, mais ça s'arrêtait là. Me lever tôt le matin pour aller à l'école, ça me faisait chier. Puis le moyen le plus vite de sortir avec un bac, ou avec un diplôme, peu importe, c'était d'aller à Ottawa, de le faire justement, c'était 2 ans, université 2 ans aussi. J'avais pas à faire 2 ans de cégep ici en général, puis ensuite aller à l'université, exemple à l'UQAM qui le faisait. Puis sinon, il y avait aussi ATM à Jonquière, qui est au cégep de Jonquière, qui aurait été un cours de, si je me trompe pas, c'est 3 ans. Tu peux le faire sur 4, mais je pense que la majorité des gens le font sur 3 ans. La différence, Ottawa, c'était vraiment plus proche de chez nous que Jonquière. Jonquière aurait été un genre de, si je ne me trompe pas, 5 heures, à peu près 5 heures de route, tandis qu'Ottawa, c'était
1h45, 2h de chez nous. Et aussi, un autre truc que j'aimais d'Ottawa, je suis plus sûr si à l'époque ça avait vraiment pesé dans la balance, mais aujourd'hui, je me rends compte que ça avait vraiment été un avantage. Moi, je savais que je voulais travailler dans un sport. Tu sais, si on m'avait destiné à une carrière de journaliste télé ou nouvelle, j'aurais pas travaillé là-dedans. Parce que ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment travailler dans le sport. Puis, tu sais, je prends l'exemple, si tu vas à Jonquière, qu'est-ce qu'il y a comme sport à couvrir? Grosso modo, t'as le hockey junior majeur. T'as une équipe à Chicoutimi qui est pas loin de Jonquière. Puis, t'aurais genre la Ligue nord-américaine de hockey qui est comme du semi-pro. Mais bon, concentrons-nous, disons, juste le hockey junior. Ça arrêtait pas mal ça. Puis pas mal tout le monde qui va en TM, qui veut couvrir du sport, ben évidemment, vont couvrir les Saguenayens à Chicoutimi parce que ben, c'est ça qu'il y a comme sport gros à couvrir là-bas. Tandis que si tu te retournes vers Ottawa, ben, tu as une équipe junior majeure à Gatineau, tu as une équipe junior majeure à Ottawa, ce qui veut dire que tous les meilleurs joueurs du Québec passent par Gatineau dans l'année, tous les meilleurs joueurs de l'Ontario passent par Ottawa dans l'année, puis c'est, je sais pas, 20 minutes de char entre les deux arénas. Fait que j'étais allé en maudit à des games de hockey junior pendant que j'étais là-bas. Il y avait aussi, bon, les Red Blacks au football. Tu avais 2 universités qui avaient des équipes de football et d'autres sports, mais pour moi, c'était surtout le football. Tu avais les Sénateurs qui jouent là. J'ai déjà dit les Red Blacks. Il y avait une équipe dans le temps de soccer, le Fury, que ça s'appelait, qui jouait dans NASL, qui est comme une ligue en dessous de la MLS. La pyramide du soccer nord-américain a un peu changé depuis. Il y a encore une équipe de soccer à Ottawa, mais ça a changé de ligue. C'est rendu la CPL, la Ligue canadienne, qui n'existait pas dans le temps. Mais tout ça pour dire que tu avais quand même une grosse offre sportive. Puis même si tu sors du sport à Ottawa, je veux dire, les gens qui voulaient travailler aux nouvelles et tout, t'as le Parlement qui est direct là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de shit qui se brasse à Ottawa. Fait que je trouve que pour apprendre ce métier-là, c'était vraiment une belle ville, là, que ce soit en sport ou en général. Fait que depuis le secondaire, toi, tu disais, c'était sûr et certain que tu allais en journaliste numérique. Mais c'est quoi qui t'a fait avoir le déclic par rapport à ça? Et je tripais sur le hockey football. Big time. Là, big time. Comme au secondaire... En rétrospective, aujourd'hui, je trouve ça drôle. Au secondaire, j'étais comme, pourquoi les filles s'intéressent pas à moi? Puis après, en rétrospective, je fais comme, yo, tu ne faisais que parler de hockey et de football avec tes chums. Fait que, genre, puis je blâme pas, là, aujourd'hui, en rétrospective, je trouve ça bien drôle. Mais je voulais travailler là-dedans parce que, en fait, c'est un raisonnement que j'ai eu en secondaire, peut-être 1 ou 2. Parce qu'en secondaire 2, il y a un surveillant, parce que j'étais pensionnaire au secondaire. Il y a un surveillant qui m'a dit que je serais bon là-dedans. Puis ça m'a comme donné la confirmation de comme, OK, je vais aller là-dedans. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais dérogé du plan. Puis avant ça, je me disais, j'aimerais faire ça, mais j'étais comme, c'est-tu une vraie job? Ou genre, tu sais, au sens que t'es jeune là aussi, j'avais comme 12 ans. Puis c'est ça, je me disais, à chaque fois que, mettons, mes parents étaient comme, on s'en va souper en fin de semaine chez tel ami ou peu importe. Puis j'étais comme, fuck, on va rater la game de hockey. Ou ben donc ma mère, pendant le souper, vous l'écoutez en direct de l'univers le samedi soir. Puis j'étais comme, c'est parce que Canadien Sharks à soir, tu sais. Puis à un moment donné, je m'étais dit au secondaire, hey, moi, je veux travailler là-dedans parce que je veux me dire, il n'y a jamais quelque chose qui va m'empêcher de voir la game. Parce que ce que je voulais, tu sais, toute la journée, je me souviens, une journée que le Canadien jouait le soir, j'étais comme à l'école, j'étais comme, yo, tout va être chill, le Canadien joue à soir, on va avoir un good time. Ou les Alouettes, mais les Alouettes, c'était l'été, fait que pas nécessairement d'école. Là. Mais fait que je voulais travailler là-dedans, je le savais. Puis, comme je te dis, à partir de secondaire 2, quand il y a un surveillant qui m'a dit, hey, toi, tu parles tout le temps de ça, tu connais tes affaires. Comme moi, j'ai, je sais pas, 40 ans, puis tu me dis des affaires sur des joueurs de quand j'étais jeune, puis tu me les apprends, là, tu sais. Fait qu'il était comme, tu serais vraiment bon là-dedans, il s'appelle Frank. Puis, à partir de ce jour-là, j'ai jamais dévié. Puis même quand tu arrives à l'école, quand je suis arrivé à Ottawa, je me souviens, on était, notre cohorte, il y a des cohortes qui sont plus grosses que d'autres en journaliste. Puis notre cohorte, on était peut-être 10-12. OK. C'est pas des grosses cohortes? Non, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai des amis qui ont fait le programme 2 ans après moi, puis ils étaient 30 dans leur classe. Ouais, mais on peut comprendre aussi pourquoi c'est pas des grosses cohortes, parce que s'il y avait des grosses cohortes en journaliste, il y aurait pas de job pour personne. Ben, il y a déjà pas beaucoup de jobs. Exact. Mais quand tu regardes le journalisme, moi, qu'est-ce que je me dis, c'est que souvent, tu dois être une personne qui parle beaucoup, qui connaît le sujet, puis qui aime faire des recherches. Côté aimer faire des recherches, toi, tu as couvert le Red and Blacks. Les Red Blacks, ouais. Les Red Blacks de Ottawa. On sait qu'à Ottawa, il n'y a pas eu beaucoup d'années glorieuses par rapport à la CFL. Comment tu réussis à comme un peu amener une positivité à ce couvrage-là? Ben moi, j'étais dans les belles années.
En fait, c'est assez simple. Cette équipe-là est arrivée en 2014 dans la Ligue, si je ne me trompe pas, l'été 2014. Elle est revenue dans CFL. Dans le fond, il y a eu 3 équipes à Ottawa. Les Rough Riders, en 2 mots, qui ont existé des années 1800 jusqu'aux années 1990. Sont morts. Après, ils sont revenus sous le nom des Renegades dans la Ligue 99 à 2004. Dans ces eaux-là. Ça a duré genre 5 ans. Après ça, il y a eu des problèmes avec l'équipe. Ils ont mis ça en veille et tout. Et finalement, ils ont ramené ça pour 2014 avec des rénaux majeurs dans ce qui était le stade. Et autour du stade, parce qu'avant, la place Lansdowne, qui est comme l'endroit où il y a le stade, le TD Place, avant, t'avais le stade, un vieux stade pas très beau, et c'était un gros Christie de parking en garnotte. Moi, j'ai jamais connu ça. Quand je suis arrivé en 2015, fait que ça faisait 1 an déjà que ça. Les rénaux étaient faits, puis c'était un beau stade neuf, et ils ont construit ce qui est aujourd'hui la place Lansdowne, ce qui est un genre de mini 10-30, si tu veux. OK. C'est comme un centre-ville, mettons. Tu sais, genre, c'est pas au centre-ville d'Ottawa, mais oui, un genre de, tu sais, t'as des restos, des pubs et tout, ce qui fait qu'après le match, le monde va prendre une bière, ou avant le match, les gens vont souper. Puis j'ai pas connu le avant, mais c'est clair que c'était plus attirant d'aller au stade. C'est plus attirant d'aller au stade aujourd'hui qu'à l'époque. Pour l'équipe en tant que telle, leur première année, quand j'étais pas encore là-bas, ils étaient pas bons. Puis à partir de leur 2e année, ils sont allés à Coupe Grey. Ils ont perdu. L'année d'après, ils l'ont gagné. Fait qu'il y a eu des belles années. Puis moi, j'ai pogné ces belles années-là quand j'étais là-bas. Puis comment que j'ai commencé à les couvrir, c'est que quand j'ai fini la cité, donc j'avais un stage à faire. J'avais encore l'université à faire pendant 2 ans après. Puis je l'avais fait à une radio francophone qui s'appelle Unique FM là-bas, à laquelle je fais encore des chroniques d'ailleurs. Puis dans l'émission de sport. Puis moi, pour Unique FM, dans l'année qui avait précédé, donc dans ma 2e année de la cité, je couvrais les Olympiques de Gatineau dans Q. Fait que j'avais un de mes amis qui faisait la description des matchs. Moi, j'y allais. J'étais pas payé, mais on me rentrait au game. Puis j'allais dans le vestiaire après faire des cotes avec les joueurs. Puis je parlais au coach après la game. Puis après ça, je revenais à mon ami descripteur, je lui donnais les fichiers audio, puis il passait ça dans son après-match. OK, puis t'étais pas payé. Toi, tu faisais ça par pur plaisir d'être dans un... D'essayer de me trouver éventuellement une job. C'était vraiment pour le mettre dans mon CV. Ben, j'aimais ça aussi, on s'entend. Là. C'est un peu l'école, l'après-école du journaliste d'aller... C'était des open mic, dans le fond. Ouais, exact. Ah, c'est impressionnant. Puis, juste venir, dans le fond, c'est ça. Fait que ma 2e année de la cité, mon ami qui faisait la description m'avait demandé de venir faire ça pour lui. Puis à la fin de l'année, j'ai fait mon stage avec cette radio-là. Et j'étais là, il faut que je me trouve une job pour l'an prochain. Pour quand je vais commencer l'université. Parce que là, j'allais avoir 2 ans d'université. Puis le dernier jour de mon stage. Cette radio-là était diffuseur des Sénateurs d'Ottawa. Puis c'est un de mes amis qui avait fait le stage l'année d'avant, qui avait eu la job de faire ce que je faisais aux Olympiques, mais aux Sénateurs. Puis payé. Pas cher, mais payé quand même. Puis j'étais comme, OK, mais je vais faire le même stage, puis il va me pogner le même genre de job. Mais à un moment donné, cette job-là était prise par mon ami. Fait qu'il allait pas me donner cette job-là. Puis le dernier jour... Ils m'ont fait couvrir une conférence de presse des Red Blacks, justement. Je me souviens pas pour quel sujet. Je me souviens pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais j'étais allé au stade, justement, avec mon microman, tourner les affaires. Puis quand j'étais revenu dans le studio pour faire ma converse là, dans l'émission, j'étais comme, il y a personne ici qui couvre le football. Puis cette équipe-là. Puis ils sont bons. Fait que j'étais comme, moi, je vais leur dire, hey, à partir de l'automne, si vous voulez que j'aille au game, puis que j'aille vous prendre des cotes, je vais le faire. Puis il a dit oui. Puis depuis ce temps-là, je couvre la CFL. Ça fait 8 ans cet été. Nice. Puis quand on parle de sport, bien évidemment, il y a des rivalités. Dans le RSEQ, il y a Montréal, Québec, Université de Laval, Carabin. Dans le OUA, si je ne me trompe pas, il y a le Panda Bowl qui est GG's d'Ottawa contre les Carleton Ravens. À TD Place, justement. Au TD Place, qui est un engouement incroyable. Tu sais, je vois les vidéos, je vois les photos aussi sur les réseaux sociaux. Toi, pour avoir été là pendant cette période-là, est-ce que c'est un événement que tu as déjà couvert ou est-ce que... En fait, en termes de journalisme, par-nous, c'est comment de couvrir un événement comme ça? Par-nous, un peu, c'est quoi l'atmosphère? Très cool. La ville, toute la journée, est ultra vivante. Toute la semaine, le monde s'en va aller promener ses médias sociaux. Puis, tu sais, je jouais pas au football pour les GGs. Puis, j'ai pas eu à couvrir cet événement-là journalistiquement, au sens que je suis allé au stade pour voir la rencontre, puis je suis allé après sur le terrain poser des questions par intérêt personnel. Mais tu sais, moi, j'étais pas nécessairement attitré à l'événement, ce qui fait en sorte que j'ai participé durant la semaine parce que
j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. Ouais. Donc, pas question de donner un pouce aux gens de Carleton, right? Mais je te dis, là, les choses qu'on voyait dans la journée, de un, toutes les résidences étudiantes, toutes les frat houses, ces jours-là, man, sur Facebook, les photos que tu vois, le monde déchiré dans le stade. Ah ouais. Et le stade, il est vraiment fait qu'ils mettent d'un côté les gens de U Ottawa, puis d'un côté les gens de Carleton, puis ça s'envoie chier ou ça se crie après pendant le match, dépendamment de comment ça se passe. Et quand, à la fin, une équipe gagne, ben, t'as le rush sur le terrain de un des deux côtés seulement. Puis d'habitude, c'est des bons matchs serrés. Fait que ça donnait quand même un événement spectaculaire. Mais je trouve que c'est un événement qui rayonne pas en dehors de la ville. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on parle beaucoup au Québec. Puis en fait, autant est-ce que les gens au Québec ont beaucoup d'intérêt pour la saison de football RSEQ, donc écouter les Carabins, Rouge et Or et tout. Puis oui, une fois en playoffs, ils vont écouter les matchs à Rouge et Or qui se pognent contre l'Ontario, Rouge et Or qui se pognent contre une équipe, les Dinos de Calgary, exemple. Mais dans les faits, durant la saison régulière, souvent, j'ai l'impression qu'en dehors de ce qui se passe au Québec, les gens ne suivent pas vraiment ce qui se passe des autres côtés. On découvre c'est qui les bonnes équipes de l'Ontario puis de l'Ouest puis des Maritimes une fois qu'ils se pognent contre l'équipe du Québec. Exact, donc, à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un rayonnement, mais maintenant que tu y penses, 2 heures de route pour aller voir un gros événement de même, nowadays, je me dirais, ben, j'irais avec des chums qui me diraient, hey, on va-tu au Panda en fin de semaine, ça va être fou. C'est quand même intense. Puis autant est-ce qu'on a des gros matchs Rouge et Or Carabin sur le terrain, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça au Québec? Il y aurait la possibilité de le faire au Percival Molson, mais contre Concordia. Et moi, j'ai McGill contre Concordia, je veux dire. C'est une grosse rivalité. Ouais. Puis moi, pour avoir été à McGill il y a de cela des années, j'ai jamais compris pourquoi, dans le fond, le stade, pas nécessairement n'était pas rempli, mais pourquoi il y avait pas, on créait pas une aussi grosse rivalité entre ces deux équipes-là, que ça soit télévisé ou pas, parce que je pense qu'il y avait un sentiment d'appartenance des deux côtés. Puis il y a vraiment une rivalité universitaire entre ces deux équipes-là. Puis pendant la semaine, ça parlait trash sur les réseaux sociaux. Mais ce serait vraiment de trouver une manière marketing d'amener ça à un autre niveau. Puis avec un McGill Concordia, à la limite, tu te dis, ben, tu sais, c'est pas deux équipes, disons, qui triomphent dans leur division. Mais c'est ça que j'allais dire aussi. Donc, c'est sûr. C'est pas deux équipes c'est deux équipes qui en arrachent beaucoup. Là. Mais un Carabin Laval, qui est, tu peux faire l'argument, les deux meilleures équipes au pays pratiquement year in, year out. Parce que tu check à Ottawa, là, Carleton puis les GGs, là, c'est pas eux qui sortent de la division d'habitude. C'est pas les champions. C'est Western. C'est pas c'est pas l'Université de Toronto qui reste dans le bas du classement. Ils ont des bonnes équipes. Une année, telle équipe peut se démarquer un peu plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu plus de parité aussi dans la Ligue en Ontario. Tandis qu'au Québec, tu demanderais à quelqu'un d'avance de remplir sa carte, tes prédictions pour toute l'année pour les équipes. Je te dis pas que le monde va arriver avec une fiche parfaite. Il y a un upset ici et là, ça arrive. Mais j'ai l'impression qu'on a une meilleure idée de quoi ça va avoir l'air dans la division au Québec. Tandis qu'en Ontario, il y a vraiment des matchs, tu te dis, en fin de semaine, je sais pas comment ça va finir, puis ça va avoir un gros impact au classement. C'est quoi le moment quand tu étais jeune? Tu sais, il y a quand même un événement sportif qui t'a marqué, qui a fait en sorte que comme, ah ouais, c'est ça absolument que je veux faire. Je sais que quand tu étais plus jeune, tu sais, il y a une personne, il y a un de tes profs qui t'a dit, ouais, tu vas faire, tu devrais faire ça parce que tu es bon là-dedans, mais c'est quoi? On a tous un événement en termes de comme qui fait en sorte qu'on réalise que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Toi, c'est quoi ça, cet événement-là? J'essaie d'y réfléchir. Je le sais pas parce que ma motivation, comme je t'ai dit tantôt, c'était vraiment de me dire je veux pas me faire dire mais à soir on regarde pas la game parce qu'on est occupé à ci, ça. Si c'est ma job, il y a personne qui va faire comme ouais, ben, à soir, tu l'écouteras pas parce que. Ouais. Puis c'est une réflexion d'enfant, là, on s'entend. Genre, aujourd'hui, je réalise, puis même aujourd'hui, des fois, j'en rate des games. Ben, pas vraiment de football, mais mettons de hockey parce que je suis occupé ou j'ai quelque chose avec ma blonde ou peu importe. Mais un événement. Je sais pas, mais il y a des événements sportifs qui sont vraiment marqués dans ma tête. La game de la médaille d'or aux Jeux Olympiques de hockey en 2010. Golden Goal de Sidney Crosby. Ce que ça a changé que je voulais faire, pas vraiment, mais c'est un moment, tu sais, au sens que je me souviens du moment, je me souviens du bruit. J'étais au chalet. Tu te souviens, t'étais où? Ouais, j'étais à mon chalet avec des amis. Puis c'est drôle parce que dans ce chalet-là, il y a une armoire que ça fait
J'ai 28 ans, ça fait 28 ans que je vais au chalet, puis cette énigme-là n'a jamais été résolue, mais il y a une armoire avec les verres à vin, puis peu importe comment tu les places, il y en a tout le temps 2 qui vont comme se cogner, puis à chaque fois que tu fais un pas, ça fait... Oh. Puis je me souviens que quand Crosby a scoré, d'être sauté dans les airs, puis quand j'ai atterri, man, on a peur que l'armoire pète, mais... Ouais, tu vois, ça a été un événement marquant. Est-ce que ça m'a vraiment fait « je veux faire ça dans la vie » ? Je pense pas. Mais je me souviens que les Olympiques de 2010, puis je pense que c'est vrai pour beaucoup de gens, ça avait été tellement joué gros. Tu sais, au sens que à la télé, à l'époque, il y avait eu pendant 1 an une émission, genre En route vers Vancouver, qui présentait les athlètes et tout, qu'on a plus vraiment aujourd'hui. Tu sais, à cette heure, les histoires olympiques, j'ai l'impression qu'on les découvre au fur et à mesure quand l'épreuve commence. Hey, une telle bonne chance de gagner une médaille et tout. Tandis qu'à l'époque, man, on les connaissait toutes des mois avant que les Jeux commencent. Ouais. Dans ton bucket list, en tant que journaliste, est-ce que couvrir les Olympiques, c'est quelque chose qui t'intéresserait? Ça a déjà été haut sur ma bucket list. Je te dis pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas une priorité pour moi en ce moment. Par contre, en 2016, j'avais fait 1 an de cité, puis là, c'était l'été, puis j'avais travaillé au journal local dans mon coin. Il y avait comme 2 hebdos. Fait que je travaillais à écrire fait que dans le coin de Vaudreuil et le Perrot, des articles pour eux. Et mon boss là-bas connaissait quelqu'un à Radio-Canada qui recherchait quelqu'un pour faire... Ben, c'était même pas du journaliste, c'était des publications sur le web, des publications sponsorisées. Fait que tous les commanditaires, les RBC, Air Canada, il y avait des pubs à faire sur les médias sociaux. Il fallait que je fasse de la programmation de pub, mais c'était vraiment d'être dans la salle des sports à Radio-Canada pendant 1 mois, pendant des longues journées. Fait que j'avais fait ça pour les Jeux olympiques de Rio 2016. Puis j'étais comme, tu sais quoi? J'aimerais ça être sur le terrain pour faire ça. Mais après ça, tu sais, je me suis vraiment trouvé une niche dans le football. Je sortirais pas de ma route, mettons, pour faire le détour olympique. Ceci étant dit, si on me le proposait, hey, veux-tu aller à les Jeux, exemple de Los Angeles en 2028, couvrir ça. Est-ce que ça me tenterait? Oui, mais je sentirais pas que j'ai manqué quelque chose si je le fais pas à la fin de ma carrière. OK. Ouais. Good. C'est pas un objectif, c'est pas un gros objectif pour moi. Ouais. Là, en ce moment, tu travailles à RDS. Yes. Pour toi, recevoir l'appel de RDS qui t'engage, qui te dit comme, yo, on serait intéressé à ce que tu viennes travailler pour nous. Est-ce que c'est comme... Puis voir le Canadien passer comme toutes ces games à RDS, est-ce que pour toi, c'est comme le event du journalisme sportif au Québec? Ben, je pense que oui. En tout cas, moi, j'adore ça, travailler là-bas. Depuis, ça fait 3 ans et demi à peu près que je suis à RDS. Je suis rentré en octobre 2022. Mais j'ai travaillé à TVA Sport avant. Pendant 1 an et demi comme stats. Puis, en le fond, ce qui était... Quelle année que tu as travaillé à TVA Sport? J'ai travaillé de 2021. Quand le Canadien est allé en finale de la Coupe Stanley, tu te souviens, il y a quelques années. Ouais. Donc, on était dans la pandémie, là, 2021. J'ai travaillé juste avant le début des playoffs. J'étais rentré. Puis, je faisais du hockey puis du baseball là-bas aux Stats. Puis, j'ai travaillé 1 an et demi. Fait que là, ouais, c'est ça, 1 an et demi. Puis, je suis après en octobre 2022, j'étais à RDS. Puis, j'avais fait pas mon premier on-cam parce que j'avais fait quelques descriptions de sports variés, dont un match des GGs à TV Rogers à Ottawa, qui est l'équivalent de ma TV ici. Fait que, qui est comme la télé communautaire là-bas. Mais à TVA Sport, j'ai fait un play-by-play d'une game de playoff de football universitaire, justement, parce que les Carabins jouaient en demi-finale au Sepsum contre, je pense que c'était la Saskatchewan. Et il y avait besoin de monde en studio pour faire la game maritime contre Ontario. Ouais. Qui était genre 50-0 à mi-temps. Ouais. Puis que les field goals étaient filmés avec la caméra de côté, OK? Fait qu'on voyait rien. Je l'avais fait avec Arnaud Gascon-Nadon. Puis ça avait... Moi, je trouvais pas que ça avait bien été, mais tout le monde avec qui j'avais travaillé était comme « Ah, c'était bien, tu fais bien ça, t'es bon. » En même temps, il n'y a pas grand monde qui font ça. Fait que le monde, ils n'ont pas vraiment comme de quoi pour relate. Puis moi, je me souviens d'être dans mon char puis d'avoir fait... j'étais comme « OK, ça n'a pas été à la hauteur. » Mais c'est drôle parce qu'une couple de semaines après, j'écoutais un podcast d'humour. Puis il y avait Jessica Chartrand qui était là. OK. Puis Jessica Chartrand avait dit dans cet épisode-là, puis encore là, je me souviens pas c'était quoi le podcast, puis qui d'autre était là, je m'excuse à tout le monde, mais elle avait raconté que quand elle avait fait son premier show,
ça avait été un désastre, qui était rentrée dans son char, qu'elle s'était mis à pleurer, puis elle broyait tout le long, mais elle a fait « OK, je veux faire ça dans la vie. » Puis je me suis pas mis à pleurer dans le char, mais je me souviens que dans le char, je l'avais fait comme « OK, c'était vraiment pas bon, mais j'aimerais ça faire de la description. » Puis jusqu'à ce moment-là, on remonte jusqu'au secondaire, jamais ça avait été d'implant de faire du play-by-play. Parce que ce que je me disais, c'est déjà un monde tellement contingenté qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les gens de se trouver une job, puis je m'en rends encore compte. On a nos monuments qui sont quasiment considérés nationaux. Puis les gens ne prennent pas leur retraite. C'est ça justement que je veux parler avec toi, parce que là, on a comme au hockey, on a Martin McGuire. À radio. Ouais. Pierre Houde. Ouais. Et on a Félix Séguin. Admettons, Félix Séguin est le plus jeune des trois. Mais Pierre Houde, pour moi, Pierre Houde, c'est comme mon grand-père. Parce que depuis que je suis jeune, ce gars-là anime les matchs du Canadien. Il fait le play-by-play des matchs du Canadien. C'est en travaillant dans la livraison que j'ai appris à connaître Martin McGuire. En écoutant les games à la radio, ouais. En écoutant les games à la radio. Man, ces gars-là, c'est toutes des personnes légendaires. Mais est-ce que toi, tu prends exemple sur eux quand tu fais ton play-by-play? Puis on a aussi David Arsenault pour le football. Est-ce que tu prends exemple d'eux quand tu fais ton play-by-play? Ou est-ce que tu t'es inspiré d'eux? Ou est-ce que tu as été starstruck la première fois que tu les as vus? Pas starstruck. Oui, je les ai tous rencontrés. J'essayais de faire le calcul dans ma tête. Je les ai tous rencontrés au moins une fois. Moi, je sais où est-ce que Pierre Houde habite. Dis-le à la caméra. Non, mais je vais pas le dire. Donne l'adresse. Non, parce que j'ai déjà livré chez lui, puis c'est lui qui recevait le paquet. Puis il était pas chez lui, fait que j'ai laissé le paquet devant chez lui. Puis plus tard, quand je me promenais dans le secteur, je l'ai vu sortir de cet immeuble-là, parce que j'avais juste vu, c'est sur le paquet Pierre Houde. J'étais comme, OK, c'est étrange. Puis quand je revenais dans le secteur, je l'ai vu sortir de ce building-là. J'ai fait, OK, c'est là qu'il habite. Mais bref, inspiré plus ou moins, je te dirais, parce que de un, au hockey puis au football, c'est vraiment différent comme description. Peut-être plus Dave Arsenault, avec qui je travaille aujourd'hui. D'ailleurs, ceci étant dit, puis les gens qui m'écoutent à la description, je pense qu'ils vont être d'accord, parce que moi, c'est les commentaires que j'ai. Je pense que je fais ça quand même d'une manière différente des autres, puis j'ai pas vraiment de mots pour l'expliquer, mais tu sais, à un moment donné, tu trouves ta couleur aussi. Puis tu veux pas être trop comme quelqu'un. Quelque chose, par contre, qui m'a probablement aidé de tous ces gens-là, puis c'est plus le fait de les avoir écoutés jeunes, puis d'avoir écouté genre vraiment beaucoup, beaucoup de matchs de hockey, puis de football en français. Puis c'est quelque chose que je parlais avec Julien, qui est notre réal ici aujourd'hui. Mais je me souviens que ces gens-là ont un français, ou du moins adoptent le langage du sport en français de manière, somme toute, impeccable. Exact. Puis, tu sais, quand je parlais avec Julien, qui me demandait, genre, est-ce que des fois, comme ça spin vite, au sens de comme t'arrives à un bout, puis il faut que tu veux parler d'un linebacker, puis genre, le mot en français, il te sort pas. Puis la vérité, c'est que non, parce que le langage en français du sport, il est quand même bien enregistré pour moi. Puis quand je parle dans la vie de tous les jours, je te dis pas que je droppe jamais de mots en anglais, genre, je vais le dire, linebacker, mais en ondes, ça me... Tu sais, j'ai pas à réfléchir à me dire, genre, oh, oublie pas de le dire en français ou faire la transition. J'ai quand même adopté rapidement ces termes-là pour quand je parle, quand je fais des cotes à radio, parce que j'en ai fait, à Ottawa, j'en ai fait ici à Montréal, à BPM Sport pendant longtemps. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça qui est plus l'héritage qui vient de ces gens-là. Ceci étant dit, j'ai pas fait un effort conscient pour l'apprendre. Mais c'est sûr que si j'avais écouté mon football en anglais ou mon hockey en anglais toute ma vie puis qu'il n'y avait jamais eu de description, enfin, disons qu'RDS n'existe pas puis qu'on avait écouté ça à TSN all along, probablement que j'aurais trouvé ça rushant dans ma manière de traduire ça. Puis aussi, non seulement j'aurais trouvé ça rushant, mais j'aurais fait tout le monde doit nous trouver ridicule. Quand tu es le premier à le faire en français, c'est sûr que tout le monde fait comme tel mot, là, astique que ça sonne bizarre. Ben, quand je me souviens quand le basket est arrivé à RDS. Exact. Puis d'entendre du tir du centre-ville, j'étais comme, yo, c'est quoi? Ça, puis de comprendre que comme, yo, il faut absolument qu'on le fasse en français. Exact. J'étais comme, OK, ben, tu sais, fair enough. Puis c'est ça. Mais on est littéralement obligé. Genre, le CRTC pourrait venir nous taper ses doigts. Là, ben sinon. oui, 100%. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que si à un moment donné, tu drops une fois le mot linebacker ou un mot en anglais, il n'y a personne qui
personne va s'affoler. Là, au sens de. Je travaille souvent avec Sam Giguère. Sam, il est occasionnel à RDS. Il vient des fois, une fois dans le mois, des fois, il va être 2 mois sans venir. On peut pas lui demander d'être 100% naturel, des fois avec des termes en français. Puis même, tu sais, quand on parlait l'autre jour, tantôt, de toi en humour qui disait j'embarque pas pendant 2 semaines sur la scène, je reviens, les premières minutes, je me sens rouillé. Mais je me mets dans la peau de Sam, puis même crime dans la mienne direct, parce que ça arrive des fois plus dans les anciennes années. Maintenant, je travaille plus on cam, mais quand des fois, j'en faisais une fois par mois ou pendant la saison CFL, quand je fais une game aux 2 mois, je le sens que la première demi, je suis plus rouillé. Ouais, 100%. Fait que non, tu sais, mais pour revenir à Sam, à un moment donné, qui dit il est en train de courir un route au lieu d'un tracé. Et le CRTC appelle pas chez nous en disant genre, là, mais même moi, pendant le podcast, tu sais, qu'on travaille ensemble, tu sais, des fois, ça peut m'arriver de glisser linebacker, safety, puis tu sais, je le sais dans ma tête, puis je me reprends, puis je dis le mot en français aussi. Mais encore là, ici, à la limite, on s'en fout. Ouais. Au sens que moi aussi, j'en plug des fois des expressions en anglais que je dirais pas, mettons, à télé. Pour vrai, pour un journaliste, tu sais, on l'a vu un peu avec Martin Saint-Louis qui s'est un peu énervé contre un journaliste après une défaite. C'est drôle de voir souvent la réaction de l'head coach qui doit répondre à une question stupide, qui est juste comme pourquoi on a perdu la game? Parce que les gars ont pas bien joué, puis il n'y a pas d'autre shit. Surtout si tu perds une game genre 5-1 ou 6-1, puis tu demandes Martin qu'est-ce qui s'est passé pendant la game. Mais yo, c'est rien passé. C'est ça qui s'est passé. Je suis pas sur le but du Canadien. Je l'ai jamais rencontré, Martin Saint-Louis, mais de voir la relation qu'il y a, je pense pas que ce monsieur-là aime l'exercice de parler aux médias. Puis c'est correct, honnêtement. Sa job, c'est de faire gagner un club de hockey. Exact. Puis j'ai l'impression que des fois, nous, dans les médias, on est comme, hey, c'est comme 50% de la job. T'as 50% hockey, 50% gérer les médias. Tandis que pour lui, là, pour de vrai, c'est 100% gérer mon équipe de hockey. Puis après, il faut que j'aille répondre à des questions. Tu fais le play-by-play du fameux Red Zone. Yes. Qui est complètement différent du play-by-play américain. Que, mettons qu'on change de network à network, ils prennent le play calling de ce network-là. Mais en français, c'est complètement différent. Parce qu'il faut que tu calls le jeu de chaque game qui switch. Il faut que tu calls le nom des joueurs de chaque game qui switch. Yo, ta mémoire, là, comment elle fonctionne pour te souvenir des noms des joueurs? Ouais. Puis comment t'opères le dimanche pendant la saison de football? Ben, ça commence avant le dimanche. Parce que, évidemment, il y a une certaine préparation à faire. Pour peut-être mieux expliquer qu'est-ce que tu disais, c'est qu'aux États-Unis, tu as l'animateur Scott Hanson qui s'appelle, qui, dans le fond, fait « Hey, on va aller voir ce qui se passe à Philadelphie. Les Eagles sont en position de marquer en ce moment. » L'image s'en va à Philadelphie. Et là, tu as le play-by-play puis le color guy qui sont live au stade, qui font la description. Tony Romo puis le... Exact. Puis quand on change de game, Scott Hanson fait « On s'en va à Washington voir qu'est-ce qui se passe Cowboys contre Commanders. » Tandis qu'en français, ben, on n'a pas des commentateurs dans chacun des matchs. Donc, nous-mêmes, on fait les transitions entre les matchs, mais on décrit aussi l'action de chaque jeu. Puis les numéros, le fait que les joueurs ont un numéro vient t'aider, mais à un certain moment, tu reconnais certains joueurs juste par leur forme, la manière qu'ils courent. À un moment donné, la couleur de leur peau vient t'aider aussi. Au sens où, rappelle-toi, à l'époque où Piquet Souban jouait pour le Canadien, ben, tu le savais que Piquet avait à POC parce que c'était le seul black sur la glace, mais même s'il avait été blanc, on l'aurait probablement reconnu parce qu'il y avait une manière de patiner en steppant sur la glace et tout. Puis je trouve qu'avec beaucoup de joueurs au hockey comme au football, il y a beaucoup de joueurs qu'à un moment donné, j'ai même plus besoin de regarder le numéro. Je le reconnais. Jamar Chase, il y a une manière de courir sur le terrain. Je le reconnais. Bon, il y a le numéro 1, il est facile à reconnaître. Puis je te dirais qu'à Red Zone, j'étudie pas tant que ça les numéros parce qu'à un moment donné, juste de voir le chiffre 1 puis d'apprendre le numéro, il n'y a rien comme sur la game le faire. Il y a une couple de trucs qui m'aident. De un, on a les Anglais dans les oreilles. Donc, j'ai les Américains dans les oreilles. Donc, je peux entendre, tu sais, des fois, même dans une game que je fais individuelle, pas Red Zone, mais vraiment juste un match, le gars, il pogne la balle sur le sideline puis tu vois pas son numéro. Mais l'Américain, il est dans le stade puis il l'a vu puis il dit son nom qu'il l'a attrapé. Fait que, tu sais, il faut que tu écoutes puis que tu parles en même temps. Fait que c'est déjà un skill qui est quand même tough. Mais ça peut aider, mais tu peux pas juste te rabattre là-dessus parce qu'à un moment donné, ça va vite et tout. Je te dirais que par expérience, ça finit par rentrer. Sauf que c'est sûr qu'à un moment donné, quand, genre,
le 8e receveur qui rentre parce que là, il y a plein de blessés puis qui a été élevé du practice squad la veille, il catch un ballon à red zone. Des fois, ça se peut que tu le cherches un peu, mais l'avantage, c'est que à red zone, le jeu finit puis on passe au prochain. Ouais. Fait que si il y a une situation où il y a un joueur qu'on connaît pas son numéro par cœur et tout, whatever, ben, regarde, les Jets scorent un touchdown, parfait, on passe à autre chose. Puis quand ils reviendront à reprise, on va le voir, le numéro sur ou le nom du joueur. Puis aussi, l'affaire avec Red Zone, c'est qu'on peut pas gérer pareil le début puis la fin de l'émission. Parce qu'à 13h, tu vas avoir, en règle générale, entre 6 et 8 matchs qui vont se jouer. Ouais, exact. Puis à 16h, tu vas en avoir 3, 4 si t'es chanceux, puis 2 si t'es malchanceux. Alors, à 13h, c'est un feu roulant. Au sens que, comme je te dis, si t'as pas le temps de trouver ce qui le gars, hey, attrape, c'est bon pour un premier essai, sort sur les lignes de côté, on s'en va à un autre match. Fait que, man, on n'a pas le temps de discuter. Fait que, honnêtement, les matchs de 13h, j'ai une feuille avec des liners dessus, genre, hey, telle storyline à surveiller dans tel game, telle affaire à surveiller dans tel game. Eux, ça fait 3 games de suite qui scorent 30 points et plus. Ça fait 3 matchs de suite qui n'ont pas de créé de revirement en défense, peu importe. Mais c'est très rapide. Les games à 16h, il y a plus de notes parce que là, souvent, le jeu va finir puis on va rester un peu, voir la réaction et tout. Parce que surtout quand il y a 2 matchs, là, ça va vraiment lentement. On change juste puis on peut pas aller à l'autre tant qu'il n'y a pas un jeu. Puis à 13h, ils gardent en grande majorité juste les jeux intéressants où il se passe de quoi. À 16h, s'il y a 2 ou 3 games, on risque de voir pas mal tous les jeux de la game. OK, good. Puis, dans le journalisme, on parlait de... La semaine dernière, on parlait de les humoristes, les clics, se tenir ensemble, s'entraider. Ouais. Journaliste, tu m'as dit que tu t'es assis avec David Arsenault pour avoir un talk, tout ça. Est-ce que c'est commun que vous entraidez en tant que journaliste ou vous êtes chacun pour soi? Pas vraiment. C'est pas naturel. Je pense que si tu le demandes, règle générale, peut-être pas tout le monde. Tu sais, mettons, moi, David, j'ai demandé. Ça s'est super bien fait, puis j'aurais été vraiment surprise qu'il fasse comme non, je veux pas t'aider. Est-ce qu'il fallait que tu demandes à des boss ou... Non. J'ai déjà demandé à Mathieu Proulx parce que, tu sais, dans le fond, on a des grosses feuilles pour faire les games avec les rosters qui sont recto-verso, ou avec le depth chart plutôt. Puis, c'est déjà arrivé que je fasse une game avec Mathieu Proulx, puis qu'à la fin, je dis, tu peux-tu me donner ta feuille? Juste voir qu'est-ce que toi, tu te notes avant la game. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas pensé à noter, puis comme de fait, il y en a tout le temps. Puis tu te fies sur des gens qui ont plus d'expérience que toi pour le faire. Mais est-ce qu'il y a une entraide? Je te dirais pas naturellement. Je pense que si tu cherches pas de l'aide, le monde ne va pas nécessairement venir te voir pour t'en donner. Puis aussi, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas 1001 personnes qui peuvent t'aider. Parce que des descripteurs de football au Québec, il y a moi, il y a Jasmin Leroux, qui en fait avec moi aussi, de temps en temps. Il y a Dave Arsenault. Il y a Denis Casavant qui en fait à TVA. Puis tu sais, Mathieu Proulx en fait plus. Depuis qu'il est analyste depuis cette année. Je pense qu'il est allé une fois parce qu'on avait une urgence, mais peu importe. Didier en fait quelques-unes dans CFL, mais pas beaucoup. Tu sais, on n'est pas beaucoup de gens qui font ça dans la vie. Puis ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Moi, au début, quand je voulais travailler dans ce milieu-là, je me suis jamais dit je vais aller descripteur parce que j'étais comme c'est déjà un milieu ultra contingenté. Le il y a à l'époque, il y avait un play-by-play du Canadien, puis c'était Pierre Houd, avant que TVA Sport rentre dans la loupe et tout. Puis Pierre Houd, il est encore là. Puis il était là longtemps avant que je naisse. Fait que, tu sais, je me disais, je peux pas viser ça parce qu'à un moment donné, même si je vise à 100% puis que je suis le meilleur puis que je vise tout, crime, je vais peut-être même pas l'avoir. Puis j'ai pas le goût de frapper un mur. Puis finalement, comme je t'avais dit tantôt, quand je l'ai fait à TVA Sport une fois, ça a pas tant bien été, mais j'étais comme, OK, ouais. C'est ça que je veux faire. Puis je pense que je peux être bon. Puis pour rentrer à RDS, c'était pas compliqué. Je travaillais encore à TVA Sport. Puis il y avait quelqu'un, j'avais un contact à RDS, mais contact, on s'entend là, pas quelqu'un que je connaissais vraiment. Mon père m'avait dit genre, hey, il y a un producteur à RDS que c'est un gars avec qui j'allais au secondaire. Okay. Tu sais, mon père a fini le secondaire depuis à ce moment-là, depuis 35-40 ans. Fait que j'étais comme, tu devrais y écrire sur Facebook. Mais tu sais, c'est pas son chum qui voit à toutes les fins de semaine. Mais là, j'avais écrit, c'était le début des camps d'entraînement dans CFL, puis j'étais comme,
moi, j'aimerais ça venir faire ça chez vous. J'en ai déjà fait un peu. Puis ils m'ont... Tu t'es présenté, dans le fond, t'as fait ton CV, puis... Ouais, yo, j'y ai écrit sur Facebook, puis il m'a dit genre, hey, ouais, je t'ai déjà entendu. Il m'avait déjà entendu à la fois à TVA Sport, mais il m'avait aussi déjà entendu parce que lui, avant, allait souvent à Ottawa pour la production des games des sénateurs à RDS. Puis c'est comme, je t'ai déjà entendu à la radio à Ottawa. OK. Puis, fait qu'il était comme, oui, ça m'intéresse tout. Ils m'ont fait passer un screen test. Le screen test, c'était... fallait que je fasse la description du 4e quart ou 3e quart, peu importe, d'un quart d'un match des Alouettes. Okay. C'était genre, mettons, ils m'ont dit, viens, on est le mardi. Ils me disent, viens mardi prochain, puis ça va être le 4e quart de la game qui se joue vendredi. Mais là, mon but, je me disais vraiment, genre, yo, le but, c'est d'impressionner puis de faire ça. Puis mon gars, ça avait, pour brag, là, ça a été de la bombe. Genre, j'étais arrivé là, puis j'étais comme, je peux pas me planter. Puis, man, ça a été fucking bon. Ouais. Ça a vraiment bien été. Puis, j'étais avec, pendant mon screen test, Mathieu Jolivet, qui est mon boss. Puis, lui était comme, regarde, on va faire, on sortira pas d'impose vu que comme c'est un tape, right? Mm-hmm. Mais comme à moitié du corps, envoie en pause. Puis, je vais te donner quelques commentaires. Puis après, on fera comme la deuxième moitié du corps ensemble. Mm-hmm. So, on arrive à la moitié du corps, je lance en pause, puis dans ma tête, je pense que ça va bien. Puis il fait, j'ai aucun commentaire. Genre, j'ai dit, j'ai rien à dire à si, ça, genre, comme ça va super bien. Puis là, il demande au réalisateur qui comme roulait le tape, là, I guess, pendant qu'on faisait la pratique, t'es comme, toi, as-tu des commentaires? Puis comme, non, ça va vraiment bien. Je suis OK, on continue, on finit, ça se passe super bien. Comme, hey, pour vrai, c'était vraiment bon, on se redonne des nouvelles, nanana. Puis on est au mois de mai à ce moment-là, 2022. Et là, pas de nouvelles. Puis pas de nouvelles, puis pas de nouvelles. Puis là, j'écris à mon contact, le producteur que je connaissais qui m'avait booké pour ça. Je dis, ouais, as-tu des nouvelles? J'ai pas reçu de message. Je pensais vraiment que ça avait bien été. Puis là, il fait comme, les boss sont en vacances. Fait que genre, c'est pour ça que personne ne te répond. Il était comme un mois en vacances dans l'été. Tu stressais pour rien. Ouais. Finalement, ils me sont revenus après leurs vacances puis ils ont dit genre, on te veut. Surtout qu'au mois de novembre, pendant les playoffs de la CFL qui se jouaient le dimanche à l'époque, on va avoir besoin de quelqu'un pour remplacer Didier à Red Zone. OK. Pour ces 3 semaines-là. Ouais. Puis j'étais là, OK, parfait, ça me tente. Mais il dit, le problème, c'est que tout ce que j'ai à t'offrir, c'est ça. J'ai pas de job, tu sais, au sens de, tu peux pas lâcher de un, tu peux pas faire TVA et RDS, là, ça, c'est impossible. Puis même pour les techs, c'est compliqué, là. Puis il dit, c'est parce que je t'amènerais, t'aurais 3 jours de job au mois de novembre, puis après, rien. Puis faut que j'ai des billes à payer et tout, tu sais. Ouais. Fait qu'il est comme, je veux même pas te l'offrir parce que je te tuerais si tu le prenais, tu sais. Pas je te tuerais, mais en tout cas, on se comprend. Ouais, non, je comprends. Ça te tuerait de le faire. Fait que là, je fais OK. Puis j'avais un ami qui était un ancien voisin, dans le fond, à Montréal, puis que je connaissais un peu de par le web, que quand moi, je travaillais comme stats à TVA, il m'avait demandé « Hey, si tu trouves, s'il y a une ouverture, tu peux-tu me faire rentrer et tout? » Puis j'étais comme « For sure », mais il n'y en avait jamais. Puis éventuellement, lui, s'était trouvé une job comme stats à RDS. Oh, OK, nice. Puis à un moment donné, je parlais avec lui pas longtemps après la fameuse affaire le fameux screen test ou la fameuse réponse au milieu de l'été de genre, ouais, on n'a pas vraiment de job à t'offrir, mais on aimerait ça t'avoir. Puis lui, il me dit, hey, genre, on a eu un meeting, puis il cherche un nouveau stats. Mais moi, je faisais ça à TVA. Fait que j'étais comme, yo, je vais prendre la job de stats à RDS, je vais pouvoir aller on cam les fois où il me le demande. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait une couple de rencontres par Zoom, genre, avec les boss. Ils m'ont engagé. Je suis rentré là au mois d'octobre, donc 2022. En novembre, j'ai fait mes 3 Red Zones de suite. Fait que dans le fond, c'est quand même un concours de circonstances, ça aussi. C'est qu'à l'époque, les playoffs de la CFL se jouaient le dimanche. Fait que les demi-finales de conférence, finale de conférence, puis Coupe Grey. 3 dimanches de suite. Puis depuis quelques années, c'est juste la Coupe Grey qui est le dimanche, puis les 2 autres rondes sont le samedi. Comme ça, ils sont pas en même temps que la NFL. Mais à l'époque, c'était encore le dimanche, puis c'était la dernière année que c'était le dimanche. Ouais. Puis la personne avec qui j'ai fait ces 3 Red Zones-là, c'est un gars qui s'appelle Jean-Philippe Bolduc, qui est un gars que je connaissais parce qu'il est allé à mon secondaire, mais
des années plus vieux que moi, une couple d'années plus vieux que moi, puis qui jouait pour les Red Blacks d'Ottawa quand moi je couvrais à Ottawa d'ailleurs. Fait que je le connaissais un petit peu de comme ça, puis il était venu une couple de fois quand il jouait pour le Rouge et Or à mon école secondaire avec la Coupe Vanier. Puis lui était très impliqué dans l'association des joueurs de la CFL. Puis il y avait une rumeur qui courait cette année-là comme quoi les playoffs seraient déplacés au samedi. Puis si les playoffs étaient déplacés le samedi, moi, je prenais pas les reps à Red Zone parce que Didier aurait été disponible le samedi pour faire Red Zone, puis le lendemain, il aurait été, c'est-à-dire, il aurait été sur la CFL le samedi, puis le dimanche, il aurait été sur Red Zone. Puis il m'avait dit, j'y avais demandé, hey, comment ça finalement c'est pas arrivé? Puis il dit, la Ligue veut, les joueurs veulent, ils ont juste laissé ça traîner trop longtemps, fait que ça va aller à l'an prochain. Fait que j'ai comme été timé sur un an, dans le fond. Là. Une année plus tard, je ne pas ces 3 gigs-là. Là, finalement, j'ai fait les 3 week-ends. Puis comme un mois plus tard, il y avait eu un conflit d'horaire. Je pense que c'était Jasmin Leroux qui ne pouvait pas le faire ce jour-là, qui était l'animateur d'habitude. Fait que je pense qu'il fallait qu'il anime un Coupe du monde de soccer ou quelque chose de la même au Qatar. Peu importe. Fait que je suis allé une 4e fois le faire. Les 4 fois, ça s'est super bien passé. Puis après ça, pas de nouvelles pendant des mois. Genre, personne m'en parle. Puis là, je suis comme, OK, mais je pense que ça a bien été. Puis clairement, je veux dire, je pense pas que les boss d'écouter Red Zone sur le web ce jour-là, c'était leur priorité. Fait que même s'il y avait eu 1 ou 2 petites erreurs, je pense pas que ça aurait été si grave que ça, tu sais. Exact. Et là, au mois de mai qui a suivi, fait que mai 2023, ça fait genre 6 mois que j'étais à RDS, 4 jours avant le draft de la NFL. J'étais en train de travailler dans une régie sur un show, je me souviens plus quoi. Mon téléphone sonne, puis c'est le producteur du football qui dit genre « Ouais, on a un conflit d'horaire. Tu peux-tu animer... » C'est un peu dernière seconde, mais tu peux-tu animer le draft de la NFL? Là, je suis comme « Ouais. » Là, comme je sais que c'est quand même beaucoup de préparation, puis que je te le dis à 4 jours du draft, mais genre, il est comme pour de vrai, genre... Si tu te dis c'est trop, genre, sens-toi pas mal de dire non. Puis j'étais comme, je peux même pas croire que du monde pense que j'allais dire non, alors que ça fait genre. Que t'attends une opportunité. Ça fait 6 ans que je suis comme, c'est le genre de call qui arrive pas, tu sais. Fait que moi, j'ai fait oui. J'ai su par après qu'il y a du monde qui ont fait comme, il est fou dans la tête. Il est fou. Mais yo, Renaud, pense-y. Dans 4 jours, t'animes une émission que des milliers de gens vont regarder. Il y a des noms que tu dois apprendre. Du draft de la ronde 1 à la ronde 7. Tu dois savoir c'est quoi les... Là, c'est juste la première ronde pour être fair. Mais c'est un show de 4 heures. Oui, puis il y a environ 50 à 100 joueurs qui sont projetés pour être dans la ronde numéro 1. Fait qu'il faut que tu retiennes ces noms-là. Il faut que tu saches d'où ils viennent. Oui, on va te donner des notes, mais aller chercher sur tes notes telle personne et telle personne devait aller tel endroit. Man, en 4 jours, moi, personnellement, tu m'aurais demandé de faire ça. Je t'aurais regardé dans les yeux, j'aurais dit, vous auriez dû vous prendre d'une autre façon. C'est sûr que c'était weird à 4 jours de préavis. Ceci étant dit, j'étais comme, yo, hors de question qu'il y ait quelqu'un d'autre au bureau ici qui anime ce show-là. Puis aussi, toi, tu avais l'expertise aussi au football parce que tu connais ça. Exact. Tu as couvert ça. Puis aussi, je travaillais en studio avec des gens que je connaissais pas, qu'aujourd'hui, je connais. Mais à l'époque, sur le deck, j'étais avec Bruno Eppel puis Pierre Vercheval. Puis dans un autre studio pour analyser les joueurs en tant que tel, il y avait Didier et Danny Desrivaux. Bon, Didier puis Danny étaient pas vraiment avec nous, ils étaient dans une autre salle, mais ils faisaient partie du show. Mais Pierre Vercheval puis Bruno Eppel, là, je les avais croisés une couple de fois comme statistique et je leur avais dit allô. Mais on se connaissait pas. Aujourd'hui, oui, on travaille ensemble. Mais tu sais, c'était tout ça de créer une dynamique avec des gens qui ont une expertise clairement plus grande que moi, qui sont des anciens joueurs en plus. Puis moi, il fallait que je distribue à la balle. Puis la veille, le boss, celui avec qui j'avais fait le screen test, m'avait texté ou le jour même en disant là, tu sais, on le sait que comme ces dernières minutes, tu sais, fais vraiment distribue la balle, tu sais, genre, t'animes. T'as 2 experts à côté de toi, fait qu'il est comme prends la balle, explique brièvement, puis fais rien que leur chipper à la balle, puis ils vont s'en occuper. Je fais OK, je fais le show, ça se passe bien, je suis content. Et le lendemain, j'ai un texto de mon boss qui est comme yo, on n'était pas inquiet, on savait que ça allait bien aller, mais ça a vraiment dépassé nos attentes. Ça a vraiment dépassé nos attentes, puis on est vraiment content de la job que tu as faite.
J'étais comme, OK, cool. Puis il est comme, on se tient au courant dans les prochaines semaines. Puis, man, 2-3 semaines plus tard, je me suis fait appeler, ouais, tu serais-tu disponible animer ou faire la description de tel game CFL cet été? Ben oui. Puis, finalement, j'étais supposé en faire comme 2 dans l'été. Je pense que j'ai travaillé sur une dizaine de games CFL dans l'été, finalement. À l'automne, la NFL a embarqué. J'ai remplacé sur des play-by-play aussi. J'ai commencé à faire plus de red zone les semaines que Jasmin ne pouvait pas. Puis depuis ce temps-là, là, ça fait comme 3-4 saisons. Chaque année, j'en fais un petit peu plus de games. Puis ça devrait être le cas, techniquement, encore l'an prochain. Fait que je suis vraiment content parce qu'au final, tout le long, comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Mm-hmm. Que ce soit comme journaliste, que ce soit comme descripteur, peu importe, mais que je voulais graviter dans ce milieu-là. Puis j'ai jamais eu de plan B. Ça a tout le temps été, ça va être ça, puis ça va marcher. Ouais, puis j'ai toujours dit, ça va marcher, mais dans les faits, tu le sais pas si ça va marcher. C'est un peu la même chose en humour. Clairement. Les gens te disent souvent, surtout tes parents, là, mettons, ils disent comme, yo, l'humour, artiste, ça fonctionne pas. Des fois, ça fonctionne moins que ça devrait fonctionner. Fait que, c'est un plan B. Mais non, man, yo, le plan B, c'est le plan A. Puis c'est ça que je veux faire de ma life. C'est ça. Puis tu sais, des fois, il y a des gens qui m'écrivent, des étudiants ou peu importe, de genre, qu'est-ce que tu me conseilles ou quel pattern que tu as fait que je peux répéter pour avoir peut-être les mêmes opportunités and stuff. Puis j'ai des conseils à donner au sens de accepte les contrats qu'on te propose quand tu es à l'école. Va prendre de l'expérience quand tu es à l'école. Parce que quand tu sors ton diplôme, on s'en fout des diplômés en journaliste, il y en a 100 à chaque année qui sortent de l'école. Fait qu'il faut que tu aies quelque chose de plus sur ton CV. Puis moi, j'avais couvert le football. Je suis aussi couvert les sénateurs pendant 2 ans à Ottawa. Fait que je suis sorti d'Ottawa puis de l'école. J'avais un CV béton, honnêtement. Puis il y avait personne qui pouvait battre mon CV. Ça, je le savais. Mais après ça, de dire « Hey, fais ci, fais ça exactement comme moi », c'est pas de même que ça marche. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour certains, qui s'ouvrent pas pour d'autres. Mais si tu forces les choses toi-même, éventuellement, ça peut pas faire autrement que marcher. Puis, mentionne qu'est-ce que tu veux. Parce que je pense, moi, je le sais que quand j'ai commencé à faire des gigs on-cam à RDS, ça a dérangé des gens dans la boîte. Ah ouais, hein? Je sais qu'il y a des gens qui auraient aimé ça, venir faire de la description, par exemple, au football, puis que quand ils font rentrer un nouveau, que j'avais un bon CV, mais je n'étais pas connu par les gens nécessairement, puis ils font comme, comment ça, c'est le nouveau? Il y a un nouveau, puis que je me fais bypasser alors que je suis là depuis X nombre d'années. Puis au final, je me dis, ces gens-là ont rien qu'un à blâmer parce que honnêtement, ce que j'ai fait pour avoir ce job-là, c'était DM quelqu'un, hey, je pense que je serais bon pour vous aider. Tu sais, j'ai pas fait grand-chose pour forcer la main au monde. Fait que j'étais comme, vous étiez déjà dans la boîte, vous aviez rien qu'à écrire ça à quelqu'un. Fait que ça, je me suis jamais vraiment senti mal de ça. Eh bien, mais pour vrai, quand tu analyses ça, faire rentrer un nouveau, c'est un peu comme qu'est-ce que l'industrie du Québec devrait faire, toujours comme essayer de renouveler les gens qu'on voit à la télé pour pas nécessairement toujours voir le même visage, toujours voir les mêmes expressions, puis tout ça. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire, c'est demain, RDS t'appelle. Ils sont comme, yo, Renaud, on a eu un conflit d'horaire. Pierrot a une grippe. Ouais. Il peut pas parler, mais comme on a besoin de toi pour faire le play-by-play du Canadien. Pour un match, ça? Pour un match. Ouais. Puis, le match est dans une journée, genre. Ouais, demain. T'acceptes ou tu refuses? Première des choses, je pense pas que je vais être leur premier appel parce que du monde moi, j'en fais pas de hockey. Honnêtement. Ouais, je sais que t'en fais pas de hockey, mais. Mais tu sais, j'aime le hockey, j'aime ça, mais si tu me dis l'opportunité vient sur la table, c'est sûr à 100% que je le fais. Ouais. À 1000%. Est-ce que ce serait un truc que t'aimerais comme envisager potentiellement plus tard dans ta carrière, faire du play-by-play du Canadien aussi? Ou de hockey en général. Ou de hockey en général, oui. Je te dirais qu'en ce moment, puis depuis une couple d'années, j'ai vraiment fait le switch au football, puis je suis vraiment concentré football. Ceci étant dit, avec tout ce que j'ai raconté, on se rend compte aussi qu'au fur et à mesure, ça évolue, puis ça, là, tu reçois un téléphone, puis tu sais, au sens de comme demain matin, tu m'offrirais, hey, ça te tente-tu de devenir le play-by-play du Canadien? C'est un plateau d'or de même. Je serais fou de dire non. Ouais. Puis autant est-ce que je suis moins hockey que je l'ai déjà été plus jeune, j'écoute encore le Canadien. Puis tu me demanderais demain, hey, on voudrait que tu deviennes journaliste terrain, mettons, pour le hockey et tout. Je retombe là dans un vieux patin, puis je veux dire, ça revient vite, là, tu sais. Est-ce que c'est un objectif personnel de décrire le Canadien? Je te dirais que non,
Parce que c'est pas dans ce sens-là que je travaille. En fait, tu me demanderais, c'est quoi mon objectif en ce moment? Moi, j'aimerais ça décrire le Super Bowl. Oh, man, Tu comprends? Je serais tellement content pour toi. Puis c'est pas une affaire de genre, je veux pousser le monde qui sont là ou whatever, mais tu me demandes, moi, le endgame de ma carrière. C'est sûr, si tu me dis que je peux être numéro 1 descripteur de football un jour, ben, je vais le prendre. Puis c'est plus en ce sens-là que je travaille, au sens d'être le meilleur descripteur possible. Parce que ce que j'aime le plus, entre faire du terrain, faire de l'animation, faire de la description, ce que j'aime le plus, c'est faire de la description. Fait que si je pouvais en faire tout le temps, je ferais tout le temps ça. Surtout au football. Ceci étant dit, comme je te dis, je suis jamais fermé aux opportunités. Le mois prochain, je vais animer pendant 2 jours les Jeux du Québec. L'émission des Jeux du Québec, parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ils ont besoin d'un remplaçant pendant 2 jours. J'aurais jamais imaginé faire ça. Mais je le prends parce qu'à un moment donné, c'est une expérience de plus. C'est des heures sur la feuille de temps. Ouais. Puis que ça va être quelque chose de nouveau. Ça va m'apprendre quelque chose forcément. Mais comme pour revenir à ce que tu m'as demandé, si demain matin, on me disait on a besoin de toi pour décrire une game du Canadien, t'es-tu game? C'est sûr, je suis game. C'est quoi le... Mathieu Proulx ferme son micro quand il va aux toilettes, Didier l'ouvre. C'est quoi le conseil que tu as donné à Didier quand il s'en va se faire soulager aux toilettes? En fait, pour le contexte, c'est qu'il y a eu une inondation à RDS il y a 2 ans. Ouais, exact. Donc, on a dû déménager en panique à l'île des Sœurs. Puis c'était genre 1 semaine avant le début de la saison de la NFL. Les Alouettes jouaient le jour même en Saskatchewan. Puis la NFL commençait quelques temps après parce que c'était à la fin août que c'est arrivé. Donc, pour les premiers Red Zone de la saison, fait que de la saison 2024, on n'était pas dans un vrai studio, on était au desk des nouvelles de nouveau. Puis on n'était pas on-cam parce que d'habitude, on fait comme 1 minute d'on-cam au début, mais là, on était en camping de télé, fait que genre, c'était improvisé. Puis, il n'y avait pas assez de micro-casques qu'on utilise d'habitude. Puis sur le micro-casque, il y a un bouton talkback pour parler dans régie. Puis il y a un bouton mute pour, mettons, que tu tousses ou whatever. Mais là, pour ces épisodes-là, on travaillait avec des micro-cravates qui étaient déjà pas idéales, avec pas de talkback, pas de mute. Fait que de un, moi, j'avais la grippe, puis j'ai toussé pendant un red zone au grand complet. Puis c'est ça qui est arrivé. À un moment donné, Didier est allé aux toilettes. Puis moi, j'étais en train de décrire tout seul, puis j'ai commencé à entendre une cascade d'eau, OK? Mais ça peut pas arriver en temps normal parce que là, c'est qu'il a oublié d'enlever son micro puis de le laisser sur la table pour cette fois-là. Mais normalement, on n'a pas le micro sur nous, au sens qu'on travaille pas avec un micro lavalier, on travaillerait avec un micro-casque. Fait que normalement, il me wave, je m'en vais aux toilettes, il enlève son casque, puis il s'en va. Mais tu sais, cette fois-là, ça aurait pu virer autrement, au sens que là, il est allé pisser, on a entendu, OK, l'eau, c'est drôle. Mais... Tu sais, il aurait pu lâcher une caisse, là. Ouais, ben oui. Puis il aurait pu se mettre à jaser avec quelqu'un en attendant que la toilette se libère ou whatever, puis c'est pas arrivé. Fait que, tu sais, cet événement-là aurait pu être vraiment pire. Au final, c'est vraiment juste anecdotique, c'était drôle. Ouais, oui. Mais, fait que non, j'ai pas nécessairement de conseils, c'était vraiment l'équipement qu'on avait ce jour-là qui avait fait défaut. Yes. Renaud Bourbonnais, merci beaucoup, man. Merci, toi. Gros épisode. Merci beaucoup de t'être porté au jeu. Puis, on se voit la prochaine fois. Thanks, mon gars. Yes.